Chapitre 1er. Leçon tirée de la Standard Oil. L'énergie liquide. Comment John D. Rockefeller est-il devenu l'homme le plus riche du monde ? Tout d'abord, il a commencé avec une matière première extrêmement dense en énergie, le pétrole brut. Puis, il a mis au point une méthode permettant de raffiner ce pétrole brut en produits standardisés, libérant ainsi son énergie potentielle. Ce fut une révolution majeure. Avant Rockefeller, les gens montaient à bord de navires en bois pour chasser la baleine afin d'en extraire la graisse et produire du kérosène pour les lampes. Puis arriva le pétrole, cette nouvelle forme d'énergie, des dizaines, voire des centaines de fois plus efficace. Avez-vous déjà tenté de traverser l'océan à la voile ? Imaginez Rockefeller qui débarque et vous annonce « J'ai là ce baril de diesel capable de faire tourner un moteur. Désormais, vous n'avez plus besoin de voile et vous serez 3 fois plus rapide. » Ce n'est pas une vente difficile. Sa compagnie allait s'appeler la Standard Oil. La Standard Oil raffinait, stockait et distribuait de l'énergie liquide dans le monde entier. L'entreprise a ainsi acquis des raffineries pour la transformer, des pétroliers et des wagons-citernes pour la stocker et la transporter. Elle a même construit un réseau de distribution de détail en offrant gratuitement des poêles et des chauffages, juste pour vendre le pétrole. Cela a créé le premier véritable réseau énergétique, si puissant qu'à peine 100 ans après la mort de Rockefeller, les compagnies pétrolières valent collectivement des milliers de milliards de dollars. On nous a accusés de bien des choses, mais on ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir fourni aux gens du pétrole à un prix dont ils n'auraient jamais osé rêver. John D. Rockefeller, souvenir aléatoire d'hommes et d'événements. Les gens font l'erreur de ne pas interpréter le nom Standard Oil de façon littérale. Cela renvoyait à l'idée d'une énergie liquide de qualité uniforme et fiable. Elle n'encrassait pas votre moteur et ne risquait pas de vous exploser à la figure. Cette source d'énergie s'avéra assez puissante pour permettre aux États-Unis de sortir victorieux des 2 guerres mondiales et d'orienter le cours de la civilisation occidentale. De nombreuses victoires historiques peuvent être ainsi rattachées à des systèmes énergétiques supérieurs. Comment Rockefeller a-t-il bâti la Standard Oil ? Il a levé autant d'argent et acquis autant d'actifs que possible. Il a procédé à un grand nettoyage de toute l'industrie et a tout standardisé. Il ne s'agissait pas là simplement d'une stratégie d'investissement, mais de quelque chose de bien plus profond. Rockefeller a commercialisé l'énergie liquide, demeurant profondément optimiste sur son avenir pendant 40 années consécutives. Aujourd'hui encore, ses arrière-petits-enfants détiennent des participations dans ces entreprises. Les civilisations se bâtissent sur des systèmes énergétiques. Si vous m'aviez demandé il y a 150 ans quelle était la meilleure idée d'investissement, j'aurais répondu l'énergie liquide. Elle a propulsé les navires, les usines, les automobiles et finalement le monde entier. Voilà, je m'interromps ici pour cette première lecture. Alors pourquoi marquer une pause déjà ? Eh bien, je pense que c'est une bonne idée parce qu'il ne s'agit pas de passer à côté des 2-3 idées importantes que Saylor cherche déjà à nous communiquer ici. Je vais t'en livrer rapidement mon point de vue, puis tu pourras l'enrichir, notamment en écoutant mon interview avec Pierre Noisa. Compte tenu de son immense expérience en tant qu'esprit scientifique, ingénieur, entrepreneur et pédagogue, il est l'auteur de plusieurs livres sur Bitcoin, eh bien, le regard que Pierre Noisa porte sur Saylor, sa pédagogie et sa stratégie, je le trouve assez précieux. En voici en tout cas un premier extrait, et puis d'autres clips de cette interview t'attendent juste après mon commentaire. Je dois dire que j'ai été frappé par la qualité justement de ses interventions, mais pas surpris, parce qu'en fait c'est quand même, faut se rappeler que c'est un pionnier d'Internet, Michael Saylor, donc c'est quelqu'un qui a déjà été un pionnier, je dirais, avant moi. Et quand tu parles d'intégrité, en fait je pense que tu fais référence à ça, fondamentalement, à cette espèce de sincérité
C'est ça. qui est perçu du fait que on sent que la personne en face est dans la recherche de la vérité et non pas en train de te raconter des histoires. Voilà, revenons-en maintenant à ces leçons de la Standard Oil Company qu'Anil a choisi de relater comme point de départ des enseignements de Saylor. Il doit y avoir une bonne raison, non? C'est pas un hasard. Effectivement, Saylor exprime souvent son admiration pour Rockefeller, cet homme visionnaire, tout entier concentré sur l'exécution d'une seule et unique idée, la plus stratégique qu'il a trouvée. Le niveau d'acharnement au travail et de conviction uber bullish de Rockefeller sur le pétrole et ses réflexions sur son héritage sont aussi des sources d'inspiration pour Saylor. Il nous rappelle ici qu'en mettant en œuvre la meilleure idée du moment, raffiner et commercialiser l'énergie liquide, Rockefeller apporte une contribution majeure au développement des civilisations à l'ère moderne. On a parfois tendance à oublier l'importance du pétrole, cette matière première à haute densité énergétique, infiniment supérieure à ses concurrents de l'époque. Dans son livre Rupture monétaire, Lynn Alden rappelle à quel point les hydrocarbures ont soutenu la productivité, agissant comme l'équivalent de centaines de milliards de travailleurs humains, masquant l'inflation monétaire et compensant de ce fait les profondes faiblesses structurelles du système fiat depuis les années 1970. Saylor identifie en Bitcoin la nouvelle grande idée, l'énergie numérique, terme qu'il faudra sans doute préciser. Elle permet d'échanger et de conserver une densité d'énergie économique incomparable. Saylor semble faire sien le playbook de Rockefeller, mettre la main sur l'actif brut, les outils EXO, le Bitcoin on-chain, le raffiner pour en domestiquer l'explosivité et contrôler la distribution pour en maximiser la diffusion sous ses différentes formes pour de multiples usages et segments de marché. Il nous partage en fait de façon imagée sa vision pour Strategy. Accumuler le maximum de Bitcoin, actif numérique brut, à très fort potentiel énergétique, en convertir l'énergie brute, la volatilité, en produits financiers adaptés tant sur le plan technique, rendement, volatilité, risque, levier, que réglementaire, accessibilité, fiscalité, comptabilité, aux attentes de différents groupes d'investisseurs. Ces produits raffinés correspondent aux dérivés pétroliers. Par ordre chronologique de distribution, MSTR, l'action ordinaire, est l'équivalent du kérosène, un maximum de puissance, de volatilité, un bêta élevé pour des investisseurs agressifs. Strike STRK, Preferred Stock convertible en action MSTR, c'est de l'essence, c'est du super qui offre du rendement avec un upside. Et STRC, Stretch, Preferred Stock perpétuel, c'est une sorte de diesel, c'est stable, ça promet un rendement élevé, ça répond aux besoins d'un vaste marché à la recherche d'un rendement stable et d'une protection relative du capital. On pourrait poursuivre la liste avec les STRF, STRD, STRE, etc. Ça raffine à bloc. Alors bien évidemment, on espère que nos efforts conjugués en matière d'éducation sur Bitcoin mèneront toujours plus d'individus à la compréhension qu'ils peuvent tout à fait gérer et bénéficier en toute sécurité de la dite explosivité de l'actif brut Bitcoin. Et qu'en ce faisant, on pourra écarter le scénario d'un Bitcoin capturé, vampirisé par ce même système fiat dont le pétrole avait masqué la défaillance. Voilà, je te laisse en compagnie de Pierre Noisa, quelques extraits d'une conversation que tu peux retrouver en intégralité sur la chaîne. Je dois dire que j'ai été frappé par la qualité justement de ces interventions, mais pas surpris, parce qu'en fait, c'est quand même, faut se rappeler que c'est un pionnier d'Internet, Michael Saylor, donc c'est quelqu'un qui a déjà été un pionnier, je dirais, avant moi. Il a baigné finalement dans le système fiat, il en a bénéficié, il est devenu, avec une société cotée, donc il a forcément été exposé à toutes les problématiques d'émission d'actions et d'obtention de prêts, enfin de gestion d'une dette. Et ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il a compris énormément de choses sur Bitcoin, très très juste. Décentralisation, il a bien compris aussi que ça ne voulait pas dire qu'on ne pouvait pas centraliser certains aspects de son fonctionnement.
Fondamentalement, Michael Saylor est quelqu'un de très cohérent, donc il poursuit sa route puisque les fondamentaux sont vrais, quoi. Il est dans la recherche de la vérité et Ouais, donc il s'appuie sur des fondamentaux qui restent vrais aujourd'hui et donc ça va continuer et je prédis qu'il va continuer à connaître le succès évidemment avec son entreprise. D'être inclus dans le S&P 500, enfin l'équivalent du CAC 40 américain, c'est effectivement un gros enjeu puisque ça lui ouvrirait, les portes d'investissements encore plus des gros importants. robinets, quoi. Juste pour revenir sur sa personnalité, tu parlais d'intégrité. Effectivement, je revendique ce point commun avec lui aussi. Et je pense que le point commun vient du fait que nous sommes tous les deux ingénieurs. Et quand tu parles d'intégrité, en fait, je pense que tu fais référence à ça, hein, fondamentalement, à cette espèce de sincérité C'est ça. qui est perçue du fait que on sent que la personne en face est dans la recherche de la vérité et non pas en train de te raconter des histoires. Donc je pense que les deux sont complémentaires. La meilleure façon effectivement d'appréhender Bitcoin, c'est sans doute d'écouter successivement d'abord Antonopoulos pour les aspects un peu macro-sociétaux et ensuite Michael Saylor sur les aspects plus monétaires et économiques. Je pense que c'est les meilleurs pédagogues en anglais en tout cas, qui puisse exister sur le sujet. Il y a pas, pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus et tu as raison de le citer aussi. Il a ce côté où chaque mot compte. Ce que j'aime beaucoup dans sa façon de s'exprimer, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de, il y a pas de blabla. Donc, dans chacune de ses phrases est ciselée. Ouais. Il n'y a aucun mot inutile. Et ça, c'est quelque chose auquel je suis très attaché quand j'écris aussi d'ailleurs. Et donc, il a ce côté stylistique aussi qui va avec son intelligence exceptionnelle, hein, mais aussi ce côté pédago. Donc, chaque mot compte et a son sens. Chaque mot est à sa place. Donc, ça, c'est vraiment une de ses caractéristiques, je trouve. Lorsqu'il s'exprime. Et ensuite, la justesse de ses réflexions sur des concepts assez complexes, comme justement, on parlait de complexité, hein, et de simplicité par rapport au design de Bitcoin. Donc, effectivement, tu as raison de souligner ses qualités, notamment la mise en page et les illustrations. Donc, ça le rend très facile, très accessible à lire, même pour des gens qui lisent peu, j'ai envie de dire aussi. Ouais, là, on est vraiment sur un livre particulier, je pense qui se distingue ouais, qui va beaucoup plus loin que ne peut le suggérer le titre. Je pense que c'est un livre où tu partages beaucoup de ce que tu es, de ce que tu as compris dans cette existence, sur le cosmos, sur Bitcoin, sur la monnaie, mais sur l'homme, Ouais, sur pas le que, oui, c'est ça, cosmos, sur le, ouais. sur la société. Et puis tu parles de pas mal de sujets qui sont très importants aujourd'hui à tes yeux et aux yeux de beaucoup de monde, où quelque part on est dans un monde qui a un petit peu perdu ses repères, qui est en mutation, qui de toute façon doit se transformer, mais ce serait pas mal qu'il garde un petit peu en mémoire ses racines et puis les structures qui lui ont permis d'être ce qu'il est aujourd'hui, quoi.